composé à deux acteurs plus institutionnels, le directeur de l'ERU et puis aussi une personne de l'ANRU. Donc, on va les interpeller sur évidemment tout ce qu'on aura pu retenir de cette semaine, de vos propos, etc. Donc, sans plus attendre, Francis, je te laisse la main pour animer cette séquence. Très bien. Alors, bonjour à toutes et tous, hein, et puis surtout à ceux qui vont témoigner aujourd'hui, hein, puisqu'on a deux présentations. Une qui nous amènera à Elbeuf, notamment autour de la co-construction d'une maquette du quartier en renouvellement urbain. Et c'est un sujet intéressant au sens où c'est un vrai sujet de co-construction, de coopération entre la ville, les professionnels, le Conseil citoyen et des habitants. Donc, on est vraiment au cœur de notre sujet du développement de la participation et de l'appui que peut apporter le Conseil citoyen, mais aussi les autres acteurs dans son développement. Là, nous aurons une présentation donc avec Olivier Deshaies, qui est membre du Conseil citoyen du quartier Centre-Ville. Hein, on est dans le centre-ville d'Elbeuf, le quartier Centre-Ville République. On aura aussi donc Jean Schmitt, qui est habitant, et il nous expliquera finalement comment il est arrivé dans cette démarche. Hein. Et puis, on aura aussi Clotilde Neveu, qui est architecte urbaniste, qui, elle, est dans la mer des Caraïbes. Hein. Ça nous fait rêver parce qu'on a eu un peu froid ces derniers temps. Mais en tout cas, il y a une très bonne connexion, donc ça va être parfait. Et puis, on a aussi Hélène Deveau, qui est psychosociologue, qui sont les deux professionnels qui ont accompagné cette démarche. Et puis, on aura à la fin, au moment des questions, Yannick Ginaud, qui est responsable de la participation citoyenne à la ville d'Elbeuf-sur-Seine. Ça sera notre premier témoignage. Et notre deuxième témoignage, là, on ira non pas de la mer, on va passer de la mer des Caraïbes d'Elbeuf plus exactement, à l'océan Indien, où là, on sera à Saint-Denis-de-la-Réunion avec Sabrina Mouniama, qui est membre du Conseil citoyen, qui est aussi avec Henri Cerveau, qui est membre du Conseil citoyen, puis on aura peut-être le témoignage de Nouria Raha, mais aussi peut-être des deux professionnels qui accompagnent le projet de renouvellement urbain de Florence Desnotes et Patrice Chaffre, qui nous parleront de leur démarche particulière qui s'appelle Kisanoulé, hein, c'est du créole, ils vont nous dire ce que ça signifie, et puis surtout, ils vont nous parler comment, dans le cadre de leur conseil citoyen, là encore, ils ont travaillé sur la question qui a été pas mal abordée au fond au cours de cette semaine, sur qu'est-ce que c'est que la mémoire d'un quartier, et aussi comment est-ce qu'on peut travailler avec les habitants, les associations, et puis la ville, les professionnels et les élus, comment on peut les mobiliser à travers une action du Conseil citoyen. Alors, comme je sais que le temps filera très vite, je remercie tout le monde d'avoir préparé ces présentations parce que ça demande du temps. Donc, on n'est pas toujours libre pour le faire. Donc, un grand merci déjà pour les témoignages qui vont suivre. Et je passe tout de suite la parole pour la co-construction de la maquette du quartier en renouvellement urbain. Allô Elbeuf, allô la mer des Caraïbes, c'est à vous. Donc, Clotilde, voilà, c'est parfait. On voit que vous avez affiché et je votre relance mon son. PowerPoint. Voilà, parfait. C'est en plein écran. Alors, je vous demanderai simplement pour ceux qui n'interviennent pas de couper vos micros, tout simplement parce que ça parasite souvent et on est perturbé quand on présente. Voilà, la parole est à vous. Ok. Alors, Olivier, je passe la slide suivante. Hop. Pour dresser un peu les éléments de contexte. Vas-y. Oui, alors là, bon, c'est pas tellement ma partie. Moi, je suis plutôt manuel. Mais là, bon, ça concerne un quartier d'Elbeuf, un quartier qui est très ancien. OK? Il y a des fouilles archéologiques qui vont venir. Enfin, on va découvrir des choses. Tout le monde est chaud bouillant. Dans ce quartier prioritaire de la ville, bon, c'est la métropole qui est là, c'est la ville d'Elbeuf aussi, et nous, Conseil citoyen, on est aidés, on participe, enfin, on peut travailler dans ce quartier, dans un local qui s'appelle le Petit Atelier, qui est ouvert aux habitants, qui propose d'autres activités vers les habitants, gérées par la ville. Nous avons les clés de ce bâtiment, de ce magasin, de ce pas de porte qui est juste en face de ce quartier. Donc,
On travaille dehors, on travaille dans la rue, on est commerçant de ça, on est dans la rue, hein, pour moi. Conseil citoyen dont je fais partie, 2015, on a commencé par écrire une charte. Faut parler de Marie-Odile Leprince, qui est l'architecte de ça, bon, et avec qui je travaille depuis une trentaine d'années par ailleurs, centre social, enfin, etc. Et puis, oui, bon, la démocratie participative, oui, ça c'est plutôt Yannick qui vient d'arriver dans la ville et qui travaille et qui travaille avec nous. Voilà, là-dessus, je ne vais pas trop m'étendre, les questions seront posées envers les gens qui s'y connaissent mieux que moi, je pense, et qui répondront. Voilà. Première. Ok. OK. Merci Olivier. J'en prie. Est-ce que quelqu'un veut compléter avec des éléments de contexte? Tout a été dit globalement. Globalement. Alors, pour entrer dans le détail, c'est moi qui prends la suite. Merci pour cette invitation et je suis très heureuse de témoigner avec Olivier et Jean et puis Yannick et Clotilde. Alors, comment on a eu l'idée de cette maquette? Alors, moi, je suis psychosociologue et j'ai travaillé en binôme et je travaille toujours en binôme donc avec Clotilde Neveu sur la co-construction. On avait été missionné par la ville sur la co-construction d'un tiers-lieu qui est en chantier aujourd'hui. Donc, ça fait 2 ans qu'on travaille avec la ville d'Elbeuf-sur-Seine sur la co-construction. Donc, on a mis en place plusieurs ateliers pour préparer la mise en route de ce tiers-lieu public qui sera bientôt ouvert et disponible pour les habitants de la ville. Et au fur et à mesure de nos ateliers, de nos rencontres, le fait qu'on ait intégré aussi dans ce cadre-là les cercles que Clotilde vous présentera juste après, qui est le dispositif de la ville sur le partage d'informations et la co-construction globalement à l'échelle du quartier. On a eu rapidement en fait identifié ce besoin pour parler du projet, non seulement de ce tiers-lieu donc qui est très précis, de comment il allait s'intégrer dans le quartier et comment on pouvait le partager, l'intégrer dans le quartier et comment on pouvait aider à que ce soit lisible pour tout le monde, pour les habitants. Nous avons les plans, mais ce n'est pas forcément évident. Et donc, très rapidement, l'idée de maquette a émergé et comment faire une maquette très facilement avec Clotilde. On se dit, bah, ça serait bien de la faire avec les habitants de la ville et avec la ville, parce que nous, on aurait pu faire la maquette dans notre coin et l'apporter un bel objet très, très dessiné, comme les architectes savent bien le faire. Et on s'est dit que c'était plus pertinent d'avoir ce côté pédagogique et ludique, de le faire avec les habitants. La ville a répondu très rapidement présent sur ce projet-là. Le conseil citoyen qui était présent aussi lors des différents échanges, lors des cercles, a dit bah, c'est super, allons-y, ça nous donne envie de participer, on est prêt à s'investir et à mettre un peu de temps pour élaborer ce projet. Et donc, du coup, l'objet, c'était vraiment d'avoir une approche vraiment participative, tant dans la construction que dans la manipulation ensuite et dans le travail d'élaboration. On en parlera par la suite avec les autres slides. Je remercie aussi la métropole parce que du coup, c'est un cofinancement sur cette mission-là à 50% avec la métropole Rouen-Normandie via des budgets de l'ANRU, parce qu'on est en quartier politique de la ville, un quartier ANRU sur le quartier Ambition Quartier République. Alors, il y a une question peut-être que je peux y répondre maintenant. Qu'allez-vous mettre en place pour faire vivre ce lieu dans le temps? Alors là, on est vraiment sur le tiers-lieu. Ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Éventuellement, on peut reprendre la question tout à l'heure, Francis, si on a un peu de temps pour parler de ce tiers-lieu qui est en parallèle de ce qu'on présente aujourd'hui. Je vous propose de présenter et je m'occupe des questions qui apparaissent à l'écran. OK. Donc voilà comment a émergé l'idée de cette maquette. Donc après, je crois qu'on passe, c'est Clotilde qui doit nous parler très rapidement du fonctionnement des cercles. Oui, tout à fait. En fait, pour dresser un petit peu la structure humaine qui a permis d'arriver à l'intégration du conseil citoyen sur la réalisation de la maquette, il faut savoir que la ville d'Elbeuf a mis en place depuis maintenant plusieurs mois, ou je dirais même peut-être 1 ou 2 ans, un fonctionnement en cercle
qui se réunissent en fonction des thèmes. Et ces cercles intègrent à la fois des élus, des agents de la ville, les prestataires privés qui sont amenés à travailler sur différents projets et le conseil citoyen qui permet de faire le lien aussi avec les habitants. Et à l'occasion de réunions qui sont des réunions plutôt mensuelles, mais aussi en fonction de l'actualité des différents sujets, toutes ces personnes se réunissent et ça permet de faire croiser les différents sujets. Donc, il y a plusieurs, les petites ellipses que vous voyez, ce sont les différents cercles qu'il peut y avoir. Le cercle mémoire qui a plutôt vocation à travailler sur de la documentation sur la ville, justement avec le sujet archéo en ce moment, il y a plusieurs choses. Le cercle technique aussi qui se réunit plutôt autour des projets qui sont l'atelier 23, l'aménagement des nouvelles rues, le cercle communication qui va permettre de voir comment présenter les différents sujets sur le site internet, sur le magazine de la ville. Enfin, voilà, il y a plusieurs sujets. Et puis, il y a le grand cercle Ambition Quartier République qui se réunit vraiment tous les premiers mercredis du mois, qui rassemble les autres cercles, vraiment le gros cercle mensuel, et qui permet vraiment de faire le lien sur tout ce qui se passe sur le quartier. C'est à cette occasion-là qu'on va savoir comment avance le projet d'aménagement de la rue qui est en face du projet du tiers-lieu, où en est la vie du petit atelier, est-ce qu'il y a une inauguration qui est prévue, est-ce qu'il y a un événement particulier. Et donc, c'est à cette occasion qu'on a pu commencer à se dire ce serait quand même bien de visualiser l'ensemble des projets au travers d'une maquette. Et puis, de fil en aiguille, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice et s'est senti vraiment concerné par le sujet, a trouvé l'idée pertinente. Et c'est comme ça que s'est fait que s'est construit l'idée de la maquette dans une démarche vraiment très participative. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors maintenant, donc la maquette, proprement dit. Et maintenant, on peut attaquer sur la maquette. Hélène, je te repasse la main. Ça marche. Effectivement, c'était un outil qui était utile pour nous, pour intégrer le tiers-lieu dans le quartier, pour comprendre comment le tiers-lieu fonctionnait, mais c'est très utile aussi pour l'ensemble des autres dossiers, parce que c'est un quartier, comme Olivier le disait, qui est un quartier ancien, qui est en pleine requalification, vraiment avec énormément de démolition d'immeubles dans certains îlots, de retraitement de façades et de requalification aussi de la voirie. Donc, c'est assez impressionnant. En fait, c'est vraiment un quartier en grande mutation. Et donc, effectivement, pour que ça soit bien compréhensible par le plus grand nombre, la maquette était très utile pour tous ces aspects de projet. Alors, comment on a travaillé? Comme je vous le disais, on n'avait pas forcément envie d'apporter une maquette toute prête et déjà définie. Et donc, en fait, on a travaillé en participation dès le démarrage sur comment on cadre cette maquette, comment on la met en place. Et donc, on est allé à la recherche des besoins, autant des habitants que des élus, des agents, voire aussi des autres cabinets de co-construction qui participaient à la mise en place des autres dossiers. Et donc, ce temps-là, en fait, a été vraiment intégré à notre démarche pour aller affiner quel périmètre on choisit, quelle échelle, donc quelle taille va faire cette maquette-là, comment on la transporte, comment on coordonne aussi les différents ateliers, qui pilotent, avec qui on travaille, quels éléments on a besoin de représenter. Est-ce qu'on parle comment est-ce que cette maquette est évolutive, etc. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on a posées pour vraiment brosser un panorama vraiment général de ce qui était possible de faire. Nous, on a apporté évidemment des idées, mais on a aussi récupéré les idées de nombreuses personnes qui ont contribué de tout niveau. Et vraiment, merci à tous ceux qui ont contribué. Il y a plus de 80 personnes qui ont participé au final, mais on vous montre ça juste après. Et donc, c'est cette écoute-là qui faisait vraiment partie aussi de notre méthodologie et ce qui a permis de constituer un groupe très fort de personnes motivées qui avaient envie ensuite d'aller participer vraiment concrètement à ce temps-là. Donc, on a fait ces ateliers de cadrage, on a préparé, nous, avec Clotilde, tous les éléments techniques et puis voilà, d'imprimer les plans aux bonnes échelles, de préparer les documents, les matériaux qu'on a souhaité au maximum en matériaux de réemploi.
Donc, on a fait des appels à contribution pour que les personnes puissent apporter leurs éléments. Voilà. Et après, on a fait tous les ateliers d'assemblage qu'on a fait en public dès qu'on a pu, au petit atelier qui est le lieu vraiment vivant au cœur du quartier sur la maison du projet. Et puis, dès qu'il y avait des événements organisés par la ville, comme des rues aux enfants, des stands, des marchés, où on s'est mis sur l'espace public pour faire venir participer les gens sur des ateliers. Donc, voilà. Et donc après, là, on pourra parler aussi de la suite. Cette maquette, voilà, c'est un vrai temps. Elle est construite, mais elle va vivre et c'est que le début de sa vie. Et donc, c'est là que je passe la main à Clotilde. Donc, concrètement, comment ça s'est passé? Quels ont été les choix finaux de réalisation de la maquette? Peut-être je rajouterais juste un petit mot sur l'appel à contribution qui a été très important aussi, et le fait de pouvoir s'installer au petit atelier dont parlait Olivier en démarrage, qui est la vitrine, la maison du projet. Ça a permis aussi d'avoir Valérie, qui est l'animatrice du petit atelier et de la mobilisation citoyenne, qui a fait le lien entre les différentes missions qu'on pouvait formuler, qu'on va vous présenter après, et des habitants qu'elle avait identifiés avant, qui sont aussi référents et qui ont des compétences sur ce dont on avait besoin. Et donc, sur l'aspect vraiment pragmatique, donc, on avait noté au cahier des charges qu'il fallait qu'on ait quand même quelque chose qui soit léger, qui soit facilement transportable. Donc, on est parti sur une maquette qui fait à peu près 1,80 m par 1,60 m. Donc, forcément, on ne va pas la mettre facilement dans une voiture. Donc, on s'est dit qu'on allait plutôt imprimer la vue aérienne de tout le quartier en l'état actuel sur un textile, une bâche qui peut être, comme c'est écrit, réutilisée, réimprimée. Elle peut évoluer aussi, enfin, la vue aérienne peut évoluer aussi en fonction des projets. Et après, chaque îlot, il y en a une douzaine. Chaque îlot du quartier a été fait de façon indépendante sur des plaques de contreplaqué qui ont été récupérées, et les bâtiments ont été découpés dans une petite dans du polystyrène. Et donc on a, vous allez voir après, chaque îlot qui est vraiment indépendant, chaque bâtiment aussi qui peut évoluer selon les besoins des projets qui vont avoir lieu. Et puis après, les plaques que vous voyez sur le haut du schéma, c'est les différentes rues qu'on a, les places qui vont être réaménagées aussi. Et là aussi, on va pouvoir à terme remplacer une plaque par la plaque projet et faire évoluer la maquette de cette façon-là. Et du coup, je passe la main à Olivier ou Jean pour me parler un petit peu. C'est Jean. C'est Jean. Oui, Jean. oui. Donc, le plus gros a été dit par Clotilde et Hélène. Mais ce que je veux dire, effectivement, je précise bien que c'est nous, amateurs, disons, qui avons physiquement construit cette maquette, avec l'aide, bien sûr, des professionnels, on peut dire, entre guillemets, hein, Hélène et Clotilde. Mais on a découpé, Olivier a découpé des blocs de mousse un peu artisanalement, et puis plusieurs habitants aussi ont travaillé d'une manière un peu artisanale et avec l'inspiration en tant qu'amateur. Et donc là, on voit les photos des façades. Là, c'est un de nos amis, René, habitant d'Elbeuf, qui a photographié la plupart des façades qui étaient photographiables de la rue, évidemment, et qui les a reproduites à l'échelle du 1/200. On a parlé d'échelle, et de même que les blocs représentant les immeubles ont été découpés à cette échelle, en 3 dimensions, évidemment, et d'après les observations sur le terrain, et puis d'après, effectivement, aussi les plans, le cadastre et tous les renseignements que vous pouvez avoir pour avoir des mensurations, des dimensions tout à fait précises. Comme on l'a dit, la récupération, le maximum de matériaux recyclés, de la mousse provenant d'emballages plastiques d'écrans de télévision ou de choses comme ça, des contreplaqués, des cartons de récupération. Par ailleurs, cette maquette, du coup, elle est installée dans ce qu'on appelle le petit atelier dont on a parlé, devant une vitrine à la vue vraiment de tous les passants. Et elle est transportable effectivement
on a imaginé des cartons de transport indépendants les uns des autres, de manière à pouvoir soit les empiler, soit les mettre à plat, de manière à les transporter soit à pied, à la main. Ça pèse environ, peut-être au total, entre 2,5 kg et 3 kg. J'ai estimé ça entre 2,5 kg et 3 kg. Donc, ce n'est pas une question de poids, c'est surtout une question de volume. Et c'est pour ça que séparés en 5 cartons différents qui font chacun 60 sur 40 cm, sur une hauteur de 15 cm, c'est tout à fait transportable dans la remorque de notre ami Olivier, dans sa remorque de vélo, voilà, ou dans une voiture pour le plus de confort, voilà. Voilà ce que je pouvais dire à ce propos, c'est que nous, habitants et conseils citoyens, la maquette n'est pas effectivement, comme l'a dit Hélène, un travail de grands professionnels au millimètre, hein, mais elle a l'avantage d'être accessible à tout le monde, visible, on peut la toucher, la manipuler et la montrer aux habitants, à qui veut la regarder de près. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet sur la manière pratique de la maquette. Voilà. Très, très bien. Et du coup, quel bilan vous en tirez de cette expérience? Ah, le bilan, oui, je pensais que… Alors, le bilan, effectivement, moi, comme je disais, je suis… Bon, on le verra peut-être plus tard, là. Oui. Tu veux que je remonte Vous voulez y aller à la slide, peut-être avec son témoignage? Mon témoignage personnel, oui, je ne sais pas seulement, oui, peut-être. Voilà, je suis venu habiter à Elbeuf. Effectivement, bon, les circonstances de ma vie ont fait que je suis arrivé à Elbeuf après avoir vécu de nombreuses années en région parisienne. Mais Elbeuf, comme je disais, je ne savais même pas où c'était, je ne connaissais pas cette ville, j'en avais entendu parler. Et petit à petit, je n'avais pas un grand intérêt pour la ville elle-même. J'ai une grande maison, un grand jardin. Et puis un jour, par hasard, sur une manifestation organisée par la mairie, qui s'appelle la rue aux enfants, c'est-à-dire on condamne une rue et on la donne aux enfants, avec toute une série d'animations ludiques pour les enfants. Et le stand, moi j'étais impliqué dans la médiathèque d'Elbeuf, et le stand de la médiathèque était à côté du stand de cette maquette. Je m'y suis intéressé parce que j'aime bien le travail manuel. Et je me suis intéressé et du coup, petit à petit, je m'y suis vraiment impliqué. Et ça m'a donné vraiment une vision de la ville, de voir la ville en petit, à l'échelle du haut, 1/200e. Ça m'a donné une vision de la ville vue d'en haut, vue de droite, vue de gauche, que je n'avais pas du tout. Et j'ai constaté effectivement que ce quartier République était un beau quartier ancien, mais un peu abandonné, un peu en déshérence. Voilà. Et du coup, j'ai pris connaissance du projet de renouvellement, de désenclavement de la place de la République, qui se trouvait vraiment un peu morte, je dirais, presque, ou moribonde. Et l'idée, c'est effectivement le projet de renouvellement, c'est de rouvrir cette place de la République, de la rendre accessible et de l'ouvrir sur la ville et de lui redonner vie. Donc pour moi, c'est une expérience qui vraiment m'a impliqué dans la vie d'une ville, ce que j'avais rarement fait auparavant parce que je me suis pas mal déplacé dans ma vie. Bon, là, je pense que je suis à Elbeuf pour encore un bon moment. J'y suis depuis 10 ans et je pense que j'y suis encore pour un bon moment, sauf circonstances imprévues. Voilà, donc pour moi… Alors, quel bilan maintenant? Pardon? Quel bilan vous en tirez, puisque je vois qu'on arrive vers les 30 minutes, donc est-ce qu'on pourrait passer à votre slide de bilan? Oui. Peut-être tu veux compléter sur oui, peut-être. Oui. Quelques phrases et nous on pourra aussi… Oui, Jean, c'est vrai que cette maquette, elle nous a permis et elle a permis à des personnes de se repérer. Dans les consultations où j'ai participé, mais pas que moi, c'est vrai que quand on montre un plan à des gens dans la rue, même si on est devant les bâtiments, il y a des gens qui n'arrivent pas à se repérer sur un plan. Donc certains ont appris à se repérer grâce
à la verticalité et au bâtiment, au 200e, qui était là. Et les gens pouvaient se repérer dans des éléments en hauteur et pas en longueur, pas en largeur. Donc ça a pris à beaucoup de gens et on a fait ça avec des gamins, on a fait ça avec tous les âges, systématiquement le samedi matin, enfin dans chaque manifestation. Et c'est vrai que les gens après voyaient. Et ça évite beaucoup de mots, tu vois. Les gens voient assez rapidement avec la 3e dimension. Les gens voient en 3D, ils apprennent à voir en 3D. On voit toujours voilà. puis après, René qui a fait les photos de chaque façade des bâtiments. René qui est un habitant de la commune et qui a fait les photos des façades qu'on a pu coller sur chaque immeuble. Et donc, du coup, ça permet d'avoir une représentation très réaliste et de se repérer très facilement. D'accord. Donc, on voit bien l'apport de la maquette. Et maintenant, donc, un peu le bilan que vous tirez de cette expérience. Et je crois qu'il y a plusieurs points de vue qui sont, c'est votre dernière diapo. Oui, de notre côté, c'est vraiment, nous, on a vraiment apprécié parce que ça permet vraiment de transmettre un savoir. On a transmis notre savoir de fabrication de maquettes. On a permis aussi de valoriser les savoirs parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement talentueux. René qui a fait les photos, voilà, Olivier qui a découpé, voilà, qui avait son matériel, bricoleur. On avait Joël avec nous. Vraiment, on a eu énormément de compétences qui ont été mises à contribution et valorisées. Ça ouvre la porte aussi à d'autres projets parce que maintenant que les habitants et le Conseil citoyen se saisissent de cette maquette, ils sont en capacité de la présenter eux-mêmes. Nous, on n'a plus besoin d'intervenir. Elle peut évoluer, elle peut être réparée, modifiée en fonction des évolutions du projet du quartier. Et pour ça, c'est vraiment extrêmement important que ça puisse être possible. Et c'est aussi un espace de lien social et de rencontre. Il y a des gens qui se sont rencontrés autour de ces maquettes-là et qui ont fait du lien avec leurs voisins, effectivement, qu'ils ne connaissaient pas. Et ça a aussi une valeur sociale aussi qui est intéressante. Et exemple, un personnage au 200e, ça fait 9 mm de haut. Comment représenter des personnages? Alors, le centre social, qui a des stylos 3D, veut bien faire une animation avec les gens du centre social pour fabriquer des personnages. Bon, c'est pas encore calé, hein, mais tu vois, c'est des liens comme ça, c'est dans l'air, tu vois, voilà. Ça ouvre la porte à d'autres projets, des animations de jeux, autour de la mémoire aussi, beaucoup, et donc ça ouvre de la perspective à d'autres supports de communication. D'accord. Et pour Olivier, pour le Conseil citoyen, qu'est-ce que vous tirez de cette expérience? C'est-à-dire qu'on se fait, moi je vais faire le clown, enfin le clown c'est un métier, hein, mais on se fait repérer quand même comme personne de ça. Là, je vais voir les travaux du quartier, je pose des questions, tout ça. Bon, les gens me voient. J'ai fait à la belle saison du travail tout seul devant le petit atelier et des gens qui passaient venaient voir, vous faites quoi? Je montre la maquette. Et des gens me disent, c'est bien, tu vois, c'est tout. C'est vraiment se faire repérer le plus normalement possible, si je puis dire. Et c'est ça, le Conseil citoyen, c'est... En conseil, on ne commande pas, quoi. Pour finir, peut-être pour rajouter, on parle de la durée, et effectivement, cette maquette qui est en route depuis quelques mois, 1 ou 2 ans, va évidemment se prolonger au fur et à mesure des travaux réels sur le terrain. La maquette suivra le chantier, les travaux publics, les entreprises de travaux publics, tous les partenaires travaillent sur le renouvellement urbain et nous, Conseil citoyen et habitants, on travaille en parallèle sur la maquette en la modifiant puisqu'elle est évolutive également, au même titre que le quartier lui-même qui sera évolutif. Voilà. Et donc nous, on s'engage un peu, on s'engage à prolonger ce travail sur la maquette au même titre que les travaux réels sur le terrain. Voilà. D'accord. En tout cas, on voit qu'il y a un engagement important, que ce travail que vous avez fait en tant que membre de Conseil citoyen et habitant a aussi associé d'autres habitants. C'est un projet, dans le chat, il y avait des questions sur
sur le qui a financé, donc c'est financé à 50% par la ville et par la métropole, hein, cette action des professionnels. Peut-être juste un point sur, parce que vous avez parlé du 3D, hein, Olivier a parlé du travail sur les petits personnages en 3D, et la question qui pourrait se poser, c'est pourquoi préférer finalement une maquette physique, hein, plutôt qu'une maquette virtuelle? Et puis on terminera sur cette question. Ah ben c'est parce qu'une maquette, on la touche, les habitants, sur les lieux publics où on a transporté la maquette au cours de journées festives organisées par la mairie, les gens qui s'intéressent au stand la touchent physiquement, la maquette, puisque c'est des blocs qui sont manipulables, on peut les regarder de près, les gens cherchent où ils habitaient ou le magasin où ils vont, donc c'est quand même franchement, le contact tactile, je veux dire, par rapport au virtuel, c'est une grosse différence. Et ça implique aussi justement beaucoup plus l'idée de participation, puisque c'est un peu ça le thème aussi général, c'est que les gens essayent de participer et on voudrait que les gens participent. Et voilà, je pense que la maquette en mousse, en carton, en papier, avec des ciseaux et de la colle, c'est complètement différent d'une maquette virtuelle qui a aussi son intérêt par ailleurs, évidemment. D'accord. Eh ben, on voit bien comment finalement la diversité des parties prenantes du projet ont travaillé ensemble sur cette thématique-là de la maquette, ont permis d'élargir l'approche du projet aux autres habitants, de s'approprier à la fois leur espace et puis ce qui va être réalisé. Je vous remercie. On va quitter, merci à vous, merci pour vraiment cette belle expérience. Hein. Je partage, hein, vaut mieux une maquette physique qu'une maquette 3D. Ouais. Voilà. Je m'en doutais. Alors, maintenant, je m'en doutais. Mais effectivement, c'est beaucoup plus Merci de la confiance de l'ensemble des partenaires, autant de la ville. Vraiment, je remercie Yannick parce que c'est vrai et Valérie qui ont été vraiment d'une aide précieuse pour ouvrir les lieux et faciliter la mise en place de ces ateliers. Et puis, merci surtout à tous ceux qui ont contribué. Donc, Marie-Odile, je sais qu'elle était là. Et puis, Olivier et Jean, qui est un plaisir de travailler avec eux et d'échanger sur l'évolution de la ville. Voilà. Merci à vous. Et on va tout de suite passer dans l'océan Indien. Où là, on va rejoindre Saint-Denis de la Réunion, où on va avoir la présentation. Donc, peut-être afficher. Alors, peut-être d'abord nous dire, hein, il y a deux mots un petit peu particuliers dans cette présentation. C'est d'abord le mot créole Kisanoulé, et puis il y a aussi un autre mot qui est, quand on ne comprend pas tout de suite, c'est prunelle. Alors prunelle, voilà, qu'est-ce que c'est que ce nom? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Donc peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer, Sabrina et Henri, dans un premier temps. Et puis après, on passera la parole à Madame Raha, qui est en voilà. Alors, oui, cher Francis, bonjour. Bonjour. Kissa, et bonjour à tout le monde, et merci d'être là. D'abord, Kissa Noulé. Kissa Noulé, ça cause, hein, c'est qui on est, qui est-on? Voilà, qui sommes-nous? Qui je suis, à quel moment je me rends compte que je suis créole ou je suis français, puisque je parle créole et français. Ça, c'est la question que se pose tout réunionnais, quoi. Kissa Milé, réellement. Voilà pour le Kissa Milé. Et le Prunel, c'est le projet de renouvellement urbain du nord-est littoral de Saint-Denis. Très bien. Voilà pour les termes. Eh ben, je vous laisse avancer progressivement dans votre PowerPoint. Alors, j'avance, moi? Oui, ok. Tu vois. Oui, c'est toi qui. Alors, ouais. Voilà. Faut mieux que tu appuies sur le clavier. Donc, ce Prunel, donc, il est constitué donc, de 3 quartiers qui sont en politique de la ville de Saint-Denis. Il est situé en bord de littoral, donc il est tout à fait au nord. Vous voyez
ces trois grandes masses bleues, donc il y a le bas Maréchal Leclerc, il y a le second quartier Vauban et le troisième Butor. Et la grande masse qui est entre l'océan et le bas Maréchal Leclerc, c'est le cimetière. Voilà, ce qu'on appelle le cimetière de l'Est qui occupe toute cette trame. Et à droite, on a l'ouverture, enfin, on a le front de mer de la ville de Saint-Denis. Alors, c'est un périmètre de 65 hectares. Il y a à peu près 5500 habitants, 70% de logements sociaux et 3 quartiers donc différents dans leur histoire et dans leur organisation. Et donc, des quartiers et des habitants confrontés à de grandes difficultés économiques. Donc, ce qu'on a voulu faire, le projet donc, NPRU, c'est développer le bien-être collectif des habitants. Voilà, qu'on ne mesure pas par le PIB, mais par pas seulement par la richesse, mais par le bien-être et par l'augmentation peut-être du bonheur de vivre et de partager ensemble. C'est ce qui est recherché dans ce quartier en renouvellement. Tu vois? Bonjour, moi c'est Sabrina. Je fais partie du Conseil citoyen Prunel. Ce conseil est en place depuis 2018. Il regroupe, comme l'a dit Henri, 3 quartiers en QLV. En fait, on fait partie du renouvellement des membres en juin 2021. Et on est constitué de différentes personnes de tout horizon, hein, des 3 quartiers, de tout horizon et de tout niveau. Hein. Mais on est encore en nombre insuffisant. Voilà. Notre conseil citoyen est très attentif à l'histoire des quartiers de la Réunion. C'est pour ça qu'on a fait ce projet, pour présenter, aller au-devant des habitants du quartier, pour déjà leur présenter qui est Madame Bellon, qui arrivera après. Bon, je vous dis quand même quelques petits mots. C'est un jardin qui... je fais le fil. Je perds le fil. C'est un jardin, c'est un projet de Prunel. Donc, c'est pour établir... comment dire ça? C'est un nouvel espace de vie. Oui, c'est un nouvel espace de vie dans ce quartier pour amener les gens du quartier et aussi pour présenter les associations du quartier. Qui a été travaillé en amont et qui a été livré il y a pas tout à fait un an. Donc au début de l'année, enfin au début 2022. Voilà pour le quartier, voilà pour l'espace de vie. C'est un espace, on le verra après, on le voit sur la diapositive qui est un peu plus bas. C'est très très fréquenté, ouvert de 8h du matin jusqu'à 19h, 19h30 le soir. Et donc il y a des gens qui viennent prendre, puisqu'il y a une pizzeria juste à côté, donc ils viennent manger la pizza. Mais il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de mères de famille qui viennent le soir donner le biberon aux enfants et c'est un lieu assez riche de partage. Voilà. Donc, je continue. Donc l'objectif de cette journée-là, pardon? Non, c'était rien, c'était une interférence. Donc l'objectif de cette journée qu'on a appelée donc Kisanoulé, ça a été donc de mettre en avant sur le thème de la mémoire de quartier, de mettre en avant donc l'histoire de Madame Alphonsine Bellon, qui est une personne publique assez emblématique de ce quartier. Ça a été donc son vécu va du début du XXe siècle, première moitié du XXe siècle. Ensuite, ça a été sur ce support de rassembler les habitants du quartier, de faire connaître et de se rencontrer 4 associations de quartier qui interviennent auprès des populations. Donc, Kisanoulé, qui on est conseil citoyen, Kisanoulé, qui on est association, et Kisanoulé, qui sont les enfants, les mères de famille, les papas qui viennent
qui viennent assister ou participer aux différentes thématiques mises en place par les associations. L'une thématique, ça a été donc l'histoire de cette Madame Bellon, qui est voilà, un petit peu son leitmotiv, c'est bon, nous n'avons pas tous les jours les moyens d'être heureux, il faut résister au phénomène de l'abandon, il faut anticiper pour que le malheur soit moins grand et aider celles et ceux qui ne croient plus en rien. Ça a été un petit peu son rôle à côté donc du modèle de l'instruction publique qui datait donc des années 1881 de Jules Ferry. Il y a l'histoire coloniale, la situation coloniale qui amène d'autres difficultés. Et c'est donc une épreuve de plus, un peu dans l'institution de l'instruction publique. Voilà. C'est une école publique qui avait été créée en 1918 et qui s'est poursuivie jusqu'en 1978. Donc on voit sur la partie gauche en haut les élèves en 1930. Voilà, il y avait 110 élèves. C'est une photo donc classique de rentrée scolaire. Pardon? Non, pour l'instant, personne ne dit rien, Henri. Oui, Madame Bellon habitait le quartier. Elle était institutrice. Donc, c'est elle qui est allée chercher les enfants du quartier pour les amener à l'école, chez elle. Et c'est à partir de là que l'école a été créée. Elle est devenue directrice de l'école. Alors, si tu me dis, si je ne me trompe pas, comme ça te concerne bien. Voilà, c'est comme ça que l'école a été créée dans ce quartier. Voilà. Et donc, l'histoire, on apprend progressivement par les grands mônes, on appelle ça, les personnes qui ont vécu cette école dans l'enfance, qui viennent tous les jours, qui passent dans la rue Maréchal Leclerc et qui disent, ben voilà, moi je suis parti à l'école là, à l'école de Madame Bellon. Ça réveille toutes des fins d'enfance, enfin, des souvenirs. Donc, ils nous parlent de la cour qui était garnie à bassin, où il y avait des jardins, un jardin potager pour les enfants qui plantaient donc des légumes et qui s'en nourrissaient à midi. Voilà. Donc, il y a eu, si vous voulez, une observation un petit peu de l'instruction publique qui disait que cette école était un centre rayonnant de bienfaisance. Voilà, pour l'homme population qui habitait ce quartier très pauvre. Il faut vous dire que ce quartier, en fait, dans l'histoire de la rue Marchal, dans l'histoire de Saint-Denis, Saint-Denis est passé en 1858, soit peu après la libération de l'esclavage, de 32 500 habitants à peine 20 000 habitants en 1920. Donc une forte chute de population. Et Madame Bellon a pris cette direction d'école en 1920 jusqu'en 1947. Et donc on est passé de 110 élèves, à peu près on le voit en 31, à quelques 500 élèves dans les années 60. D'accord. Alors, ce qu'on voit dans ce que vous venez de décrire, ce que tu viens de décrire, hein, Henri, c'est que d'abord, le Conseil citoyen, il a souhaité s'approprier cette histoire, c'est-à-dire de dire, mais qui c'est cette Madame Bellon? Vous savez, on nomme souvent les lieux publics, puis on se dit, mais qui c'est cet individu? Maintenant, on prend l'habitude de mettre une petite explication sous les plaques, mais là, vous avez voulu faire un petit peu plus, et donc, avant de passer à un autre aspect qui est de soutenir aussi des associations du quartier, donc de relier le passé au présent, voire au futur. Et donc là, on est sur une diapo où c'est l'aménagement, où on voit votre journée que vous avez organisée. Tout à fait, oui. C'est une journée pendant laquelle on a été présent 4 associations qui ont présenté les activités qu'elles peuvent proposer aux habitants du quartier. Je me rappelle plus des noms.
Voilà, vous voyez que les prompteurs sont apparents. Hein. Ce n'est pas comme à la télévision où on a des prompteurs qui sont invisibles. Voilà, donc là, vous avez fait cette journée et je pense que c'est intéressant, vous allez pouvoir l'expliquer. C'est que vous avez voulu valoriser 4 associations qui interviennent dans le quartier, notamment dans le champ de l'éducation, donc en rapport assez étroit finalement avec cette Madame Bellon. Et puis, vous allez nous dire finalement ce que ça a produit aussi dans votre rencontre avec ces associations et les habitants. Une connaissance chacun. Voilà, vous avez l'autre. Oui. Vous avez une petite diapo juste après. D'accord, on va prendre celle-ci. Voilà. Donc, voilà, une connaissance des gens qui sont avec nous, quoi, autour de nous. Enfin, on veut dire qu'on osait peut-être leur poser la question, mais qu'est-ce que tu fais? C'est bien d'avoir un endroit qui est à peu près qui est clos comme ça, qui est pour que forcément on commence à se parler. Donc c'est important de pouvoir se parler et de pouvoir avoir un lieu où on se parle. Voilà. Donc puisque finalement on se parle, eh bien, tout le monde est satisfait parce qu'on fait au mieux de ce qu'on a, de ce qu'on est, et on fait au mieux pour pouvoir intéresser les gens qui viennent et pour pouvoir capitaliser, enfin pour pouvoir imaginer d'autres actions. Ce qui est intéressant, c'est que là, on avait été suivi quand même par la direction de projet Prunel, hein, qui est resté toute la journée. On a pu faire venir des élus, enfin, ça les a intéressés. Le sujet de la mémoire des personnes du quartier leur a beaucoup plu, mais de toute façon, c'est quelque chose qu'ils ont en imaginaire, en fond de personnes. C'est bon, d'où on vient, qui on est, d'où on vient et où on va. Voilà. Donc, si le d'où on vient peut nous permettre de comprendre le présent, et puis, c'est une phase bateau, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ça me rappelle d'autres actions qu'on a faites qui étaient les objets longtemps. C'est une action qu'on a faite aussi en 2022, où là, c'était toutes sortes d'objets hétéroclites, mais aussi bien des coussins ou des modes de fabrication, des tissages qu'avaient les femmes créoles, que des outils de menuisier, que des jouets pour enfants. Et voilà. Et le thème et l'intérêt, ça a été de se rappeler de la mémoire. C'est-à-dire, ah oui, mais moi, ma grand-mère faisait comme ça. Et donc, c'était un lieu d'échange, un support d'échange infini. Et alors, finalement, donc, on partage les interactions entre différentes communautés et on est conseil citoyen, donc heureux parce qu'on a un temps de partage qu'on a consacré aux autres et ça nous permet de nous souder. D'accord. Du coup, voilà. Les enseignements. Alors, enseignement, eh ben, écoute, c'est... vas-y, ça. C'est d'inviter à l'avenir et associer les habitants du quartier à tout projet qu'on souhaite faire et montrer aussi à la ville que le conseil citoyen a toute sa place pour construire la ville, la rendre plus dynamique, agréable et l'ouvrir aux habitants, quoi. À ramener les habitants au projet. Tu peux dire la suite? Voilà, en fait, c'est des histoires, quoi. C'est des petites choses. On voit bien un petit peu dans toutes les présentations qui ont été faites la semaine, quoi. C'est des petites choses qui sont importantes et sur lesquelles les gens, tout le monde s'accroche. Tout le monde à partir du moment où elle est conduite et bien conduite, enfin bien. Voilà. Ce qu'on a retrouvé, donc, c'est bon. On a eu des horaires qu'il faut qu'on modifie parce qu'on pensait que
que de faire de 8h à 16h, c'était suffisant. En fait, entre 13h et 16h, il fait chaud, donc les gens font la sieste et il faut recommencer plutôt à 16h. Voilà. Et surtout, ne pas oublier de faire une synthèse le jour même et sur place avec les associations, parce qu'après, on perd le fil et on a chacun 100 000 choses à faire. D'accord. Alors, voilà, donc oui. Est-ce que dans votre groupe, vous avez Madame Noria Raha qui est là? Alors, je l'excuse parce qu'elle n'est pas encore connectée. Je pense qu'elle n'aura pas le temps de se connecter. D'accord. Juste peut-être pour compléter ce qu'a dit les membres du Conseil citoyen, quand Henri dit c'est bateau, il ne faut pas oublier que la Réunion, c'est une histoire en accéléré. C'est-à-dire qu'en 50 ans, la Réunion, c'est 300 ans d'histoire de la métropole. Donc, avec une histoire qui est allée très, très vite et que les objets, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, la plupart les ont oubliés. Et on est aussi sur une île où il y a peu de traces du passé, peu d'écrits, peu de photos. Hein, Henri en a cherché. Et c'est vrai que c'est important déjà d'avoir de la parole des habitants, mais aussi d'essayer de trouver des traces anciennes parce que c'est une des failles de la Réunion. Hein. Il y a très peu d'archives, il y a très peu d'anciennes photos. Il y a quelques lithographies, mais qui vont toujours montrer les quartiers riches et pas les quartiers en déshérence, qui vont toujours montrer la rue de Paris, c'est-à-dire la belle rue de Saint-Denis, mais qui ne montreront pas les bidonvilles, alors qu'il y a 40 ans, il y a encore même 20 ans, encore beaucoup de Réunionnais et de Dionysiens habitaient dans des bidonvilles. Oui, d'accord. Alors peut-être juste avant que je vous pose une question, moi je vois dans le chat, là on demande combien vous étiez au cours de cette journée, combien il y avait d'habitants au cours de cette journée qui sont passés à un moment ou un autre pour voir rencontrer les associations. Et puis comment avez-vous communiqué autour de cette journée? Comment est-ce qu'on a communiqué? On a communiqué par des tracts, du bouche à oreille. On a dû mettre sur la page avec l'invitation qu'on avait faite aux associations des quartiers, eux-mêmes, ils ont porté l'information aux habitants. On devait, sur toute la matinée, on va dire, une centaine de personnes sont passées avec les parents et les enfants. Oui, c'est ça à peu près, oui. Mais c'est vrai qu'à l'heure du repas, je pense qu'il faut attendre un peu avant qu'ils reviennent. Donc, nous, on avait terminé à quelle heure? À 16h30 à peu près. Apparemment, ils reviennent vers ces heures-là. Donc, pour l'avenir, il faut voir des horaires un petit peu plus larges. Voilà. D'accord. Donc, on voit dans votre démarche, et vous l'avez indiqué, hein, Florence, l'importance de la mémoire dans cette histoire accélérée, mais c'est aussi, quand on avait préparé cette intervention, vous disiez aussi, Henri, c'est l'importance de la mémoire immatérielle des personnes, c'est-à-dire ce qui fait la mémoire d'un quartier, c'est pas simplement ses constructions, c'est aussi ceux qui l'ont habité, ceux qui ont eu des initiatives, et que c'était ça aussi qui était de l'ordre du patrimoine, hein, qu'il fallait aussi conserver, et que ce patrimoine, mais ça a été dit à plusieurs reprises, il était important de faire en sorte de relier le passé au présent et au futur, et que ça permettait aussi d'accompagner ce changement sans perdre justement ce qui était important dans le passé, à savoir les personnes qui l'avaient forgé en quelque sorte. Alors, j'ai envie d'interroger Patrice Schaff, donc, parce que vous êtes à la ville, hein, vous accompagnez la participation des habitants. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de l'intérêt trouvé par la ville de ces actions menées par le Conseil citoyen en lien avec les professionnels, en lien avec les élus? Donc, bonjour, donc moi je suis dans l'équipe urbaine Prunelle et je m'occupe de co-construction du projet avec les habitants, effectivement, et de gestion urbaine de proximité. Nous, au niveau de la ville, on y voit un grand intérêt. En premier lieu, parce qu'il y a une orientation très forte au niveau de la participation des habitants. Donc, la gouvernance met tout en œuvre pour que cette participation prenne un vrai sens. Donc, avec le Conseil citoyen Prunelle, nous avons aussi un Conseil citoyen au niveau du contrat de ville. Et nous avons une nouvelle génération de dispositifs participatifs par le biais des comités d'action citoyenne, un dispositif innovant qui a été pensé par la ville et qui se met en œuvre progressivement sur le territoire.
Et à côté de cela, très important aussi, puisque à La Réunion, nous sommes la première ville à l'avoir mis en œuvre, le budget participatif. Voilà, donc pour revenir au Conseil citoyen Prunelle, effectivement, dans la démarche de co-construction aujourd'hui, en plus des ateliers que nous mettons en œuvre par le biais de notre bureau d'études, de la maison de projet, nous avons ce Conseil citoyen qui est un véritable relais sur le terrain, qui permet donc de porter l'information auprès des habitants et qui permet à ces habitants de suivre l'évolution de ce projet. Voilà. Donc, par ailleurs, et ça c'est très important, c'est quelque chose que nous commençons à expérimenter au niveau de Prunelle, c'est de voir les membres du Conseil citoyen comme étant des référents de terrain, pouvant aussi alimenter, puisque je m'occupe aussi de gestion urbaine de proximité, alimenter la gestion urbaine de proximité. Voilà. Donc, quelque part, ils font ce qu'on appelle de la veille technique et sociale, et ça nous permet de recevoir leur plus-value dans l'amélioration du cadre de vie. Donc, ça, c'est très important. Voilà. Au-delà de ces deux pans très concrets, je dirais que dans une ville aussi grande que celle-là, et sur un territoire comme Prunelle aussi grand que celui-là, la démarche de co-construction doit prendre en compte tous ces alliés, les habitants, bien entendu, en premier lieu, mais aussi tous ces dispositifs participatifs qui contribuent justement à donner du sens à cette démarche. Voilà. Si je peux essayer de résumer un petit peu mon propos. D'accord. Et du coup, de la professionnelle aussi du projet, hein, Florence, donc vous nous avez présenté hein, cette histoire accélérée de la Réunion, mais quand on est professionnel, au fond, l'intérêt du Conseil citoyen de dialoguer, de travailler ensemble. De toute façon, l'intérêt, donc nous, on les voit régulièrement avec Patrice, hein, une fois par mois, normalement. On les fait aussi participer, donc ils sont invités à un certain nombre d'instances. Alors, il faut savoir qu'on a un comité relogement, puisqu'on a quand même 250 logements déconstruits. Donc, tous les 3 mois, il y a ce qu'on appelle un comité relogement élargi, donc avec les membres du Conseil citoyen qui sont invités, les associations de locataires. Parce qu'au départ, le relogement était un petit peu tendu. Donc, il y a du travail technique, mais tous les 3 mois, on ouvrait. Ensuite, bien sûr, le Conseil citoyen est invité aux revues de projet et est invité au comité de pilotage. Et on a pour principe de ne jamais savoir ce qu'ils vont dire avant. Alors, à l'époque, c'était monsieur le maire, maintenant c'est madame la maire, qui à chaque fois nous pose la question, mais au fait, ils vont dire quoi? Moi, je leur dis, je leur fais confiance. Je leur fais confiance, ils vont dire ce qu'ils ont envie de dire. Voilà, on ne veut pas leur brimer la parole. Il peut y avoir plusieurs thématiques. On peut aussi ne pas toujours être d'accord. Hein. Il y a parfois des questionnements en tant qu'habitant qui ne sont pas les mêmes questionnements en tant que technicien. Mais en tout cas, nous, on est, je pense, profondément convaincus, Patrice, moi et les autres, qu'on ne peut pas faire un projet urbain sans les habitants. Ça paraît tellement évident que on sait faire du béton, hein. Ça on sait faire. Après, travailler avec les habitants et faire en sorte qu'un jour, nous, on puisse s'en aller et que le quartier ait changé d'apparence, ait changé de dynamique et qu'il soit redevenu plus attractif, c'est parce que les habitants ils continueront à être sur site. Donc, oui, c'est important. Donc, ils sont associés régulièrement. Je pense même qu'il va falloir, sur des thématiques un peu particulières, qu'on fasse des réunions spécifiques. On a un très gros programme sur les écoles aussi. Donc, voilà, il y a aussi je pense qu'il y a aussi une sorte de formation, hein, quelque part, quand on fait nos réunions. Ce sont des questions-réponses, il n'y a pas de questions bêtes. On essaie de répondre sans trop nos termes techniques pour partager le maximum les informations du projet. D'accord. Donc, écoutez, je pense que ces deux témoignages de ce matin vont faire une bonne transition, je pense, pour Chantal et la table ronde qu'elle va animer, parce que vraiment, on voit comment il est important que l'ensemble des parties prenantes partagent l'idée de la pertinence de la participation pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le Conseil citoyen qui peut faire seul, et il fait aussi parce que les acteurs publics, les élus, les professionnels, qui soient de la ville, de la métropole, ou des professionnels qui sont associés au projet, eux aussi sont convaincus de la participation. Et dans cette démarche-là, il y a un enjeu assez
assez important, fondamental, qui est aussi celui de la formation. On en a parlé aussi tout au long de la semaine. Mais là, je pense que Chantal, tu vas approfondir cette question et surtout, tu vas nous faire un retour de toute cette semaine. Et voilà, je te passe la main. Merci beaucoup, Francis. Encore merci pour ces interventions. Le titre de notre table ronde, c'est se former ensemble. Et c'est vrai que durant toute cette semaine, c'est vraiment une question récurrente qui est venue. Voilà, avec vos mots. Et je parlerai des mots que vous avez utilisés. Ce sera la conclusion de notre semaine participative. Vraiment, avant de donner la parole à mes invités, à nos invités, vraiment encore grand merci pour tous vos témoignages et aussi pour la qualité de tout ce que vous nous avez amené, puisque comme il y a beaucoup de qualité, on a envie, d'abord ça nous donne du bonheur, vous l'avez dit, c'est important, mais on a envie de se dire, et comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser chez nous, tout ça. Bah, vraiment, encore merci beaucoup. Donc moi, je vais accueillir deux personnalités. Donc la première, c'est Cyril Marx. Alors, je sais qu'il est là. Voilà, coucou Cyril, avec les petites vignettes. C'est pas facile. Donc, Cyril Marx, je vais vous donner son titre complet. Il est directeur adjoint au pilotage et à l'accompagnement des acteurs du renouvellement urbain à l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Donc, on est vraiment dans la question ensemble. Et puis, Philippe Bis. Donc, Philippe, bonjour. Donc, Philippe est le président de l'école du renouvellement urbain. Je tiens à excuser les membres de la NCT, en particulier Hélène Chappé, qui devait être avec nous. Elle m'a fait part de ce qu'elle avait à vous dire et j'y reviendrai. C'est bon, un empêchement majeur. Donc, mais je sais que les personnes de la NCT ont suivi toute cette semaine et voilà, je les en remercie et puis je les remercie de leur confiance, puisque c'est grâce à l'Agence nationale pour la cohésion des territoires qu'on a pu mettre en place cette semaine. Alors, Philippe et Cyril, ma première question avant d'aborder concrètement la question de la formation, les enjeux de la participation actuelle, datée, ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose qu'il faut poursuivre et que c'est une valeur ajoutée à toute l'action qu'on mène sur le renouvellement urbain? Qui veut répondre? Bon, je veux bien répondre. Allez, Philippe. Cyril pourra compléter. Je pense évidemment qu'il faut le renforcer toujours. Alors, je n'ai pas assisté aux différentes présentations, mais Chantal m'a quand même un peu évoqué ce qui s'était dit et j'en ai quand même déduit que on était là sur quelque chose qui amenait beaucoup de cohésion, de cohésion entre celles et ceux qui sont membres des conseils citoyens, mais également au-delà, puisque l'objectif, c'est véritablement d'arriver à porter la parole et l'expertise des habitants des quartiers concernés. Donc, je pense que c'est utile. Et comme c'est utile, il faut rien lâcher. Et au contraire, il faut, chaque fois qu'on peut, essayer de renforcer. On essaye de le faire et on continuera à le faire à l'école. Et il faut le faire dans tous les lieux qui aujourd'hui sont des lieux de décision aussi. Puisque moi, je suis toujours partisan de renforcer, y compris les moyens des habitants et des conseils citoyens, de manière à ce qu'ils soient, non pas les égaux, mais qu'ils puissent véritablement apporter leur vision de leur quartier, mais au-delà aussi, sans doute, de leur ville et cette expertise d'usage dont on sait, j'ai été élu pendant assez longtemps, dont on sait qu'elle est finalement très précieuse, à la fois pour la durabilité des projets et pour leur pertinence. Merci Philippe. Cyril? Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, la participation citoyenne des habitants, c'est un peu un aspect très structurant de la construction et de la mise en œuvre des projets. Et puis, on l'a évoqué un petit peu, vous l'avez évoqué ce matin, pour notamment la question des usages, notamment sur les aménagements. On voit parfois à la rue venir des conseillers citoyens qui accompagnent des porteurs de projets, des collectivités en comité d'engagement, qui est l'instance qui valide un petit peu les projets. C'est bien le signe d'un projet qui a été construit avec et pour des habitants, bien sûr. Et Cyril, c'était pas vrai il y a 10 ans, ça. Ça a évolué, ouais, quoi. Ça veut dire que le mouvement a pris de l'ampleur et ça manifeste bien cet aspect structurant aujourd'hui dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain.
Et à notre avis, enfin, ce mouvement, il va ne faire que s'amplifier, il doit s'amplifier. De toute façon, c'est une nécessité impérative dans le cadre des transitions qui s'annoncent, hein, écologiques, économiques et sociales. Et donc, ça a été dit, hein, les participations, enfin, ces projets, ils ne pourront pas se faire sans les habitants. Voilà, ça a été dit encore à l'instant, il n'y a pas plus tard que 15 minutes. Et donc, les habitants sont les acteurs des transitions. Donc voilà, pour l'ANRU, c'est clairement un axe très fort de tous ces projets, et notamment dans la démarche quartier résilient qu'on essaie de promouvoir. Voilà, on souhaite que dans le cadre de la démarche quartier résilient, la participation des habitants, des conseils citoyens soit encore plus portée qu'actuellement par les collectivités, quoi. Donc, plus le lien social et l'implication des habitants est forte, mieux les quartiers et leurs habitants pourront faire face aux crises, aux défis, et y résister, et trouver de nouveaux modes voilà, pour intégrer ces éléments. Donc, pour moi, il n'y a pas de sujet, hein. C'est clairement au cœur de nos modalités d'intervention. Et donc, c'est à nous d'intégrer à l'ensemble de nos façons de faire. Merci Cyril. Alors, pour faire la transition entre la question de la participation et la formation, c'est une question que je vous pose à tous les deux. À votre avis, c'est quoi la valeur ajoutée d'une formation pour les habitants, pour les conseils citoyens? Quel mot vous utiliseriez pour parler de ça? Ah, Philippe, votre micro est débranché, ou Cyril, peu importe. Voilà. Oui. Je disais, je ne veux pas prendre la parole systématiquement en premier, donc si Cyril veut se lancer. Allez, alors je me lance. Bon, à partir du moment où on considère que les habitants doivent être des acteurs, c'est indispensable de pouvoir les faire accéder à des formations de qualité, hein, au même titre que n'importe quel praticien intervenant comme professionnel. Enfin, je veux dire, c'est l'évidence. Voilà. Et donc, classiquement, hein, ça peut permettre de donner plein d'outils, des outils un peu techniques, des outils pour la prise de parole, etc. Donc voilà, on est quand même sur des projets extrêmement complexes où les professionnels eux-mêmes ont besoin de permanence. Donc forcément, les habitants doivent pouvoir y avoir accès également, les conseils citoyens en particulier. Et puis, au-delà de l'aspect formation à sens unique, en fait, c'est plutôt les formations, c'est aussi un lieu d'échange. Donc, voilà, ça permet d'échanger entre pairs, ça permet aussi d'échanger entre stagiaires et animateurs. Et parfois, ça renverse les rôles, hein. On constate parfois dans certains échanges, et c'est extrêmement enrichissant et pour les participants stagiaires et pour les animateurs des formations. Et donc, on est plutôt finalement sur une sorte d'animation, d'échange. Et finalement, la formation des habitants pour permettre une meilleure participation des habitants, ça participe elle-même d'ailleurs d'une meilleure intégration de ces enjeux pour ça. Et j'ai envie de dire que sur le sujet, la formation, c'est celle des habitants, des conseils citoyens, mais c'est aussi celle des professionnels et des techniciens, en fait, pour mieux intégrer certaines méthodes, hein, pour mieux échanger, mieux intégrer les besoins. Voilà, ce matin, il y avait la présentation des maquettes, par exemple, c'était très intéressant. Ce qui a été fait à Saint-Denis sur Prunel, voilà, mieux intégrer les enjeux de la mémoire aussi sur le projet, et puis permettre l'interconnaissance. Donc voilà, je pense que évidemment, on a tous à gagner en fait de développer encore davantage ces aspects-là par la formation et l'animation des réseaux. Philippe? Oui, moi je dirais qu'il s'agit, je suis évidemment d'accord avec ce que vient de dire Cyril Mars, il s'agit d'outiller en fait les conseils citoyens et celles et ceux qui siègent de manière à ce qu'ils puissent, sur des projets qui sont quand même complexes, avoir un minimum de formation technique, évidemment, mais également, comme ça a été évoqué, de prise de parole. Ça, c'est la partie
formation de base, je dirais. Après, l'intérêt des formations, c'est aussi l'échange, d'échanger et d'entraîner, c'est-à-dire de donner aussi je pense qu'il faut donner de la force à celles et ceux qui sont dans ces conseils citoyens, dont on peut dire que leur fonctionnement est relativement inégal. Il dépend de sa composition, il dépend des élus, de la relation qu'on peut avoir avec les élus, qui n'a pas forcément à être conflictuelle pour faire avancer les choses. Donc, les situations sont très différentes et ces échanges entre conseillers ou conseillères citoyens permet d'enrichir, je crois, la démarche de celles et ceux qui y participent au moment où ils reviennent dans leur quartier. Et puis, on l'a évoqué notamment avec Chantal, peut-être faut-il rendre plus réguliers les échanges que peuvent avoir les membres des conseils citoyens. Chantal a mis en place un rendez-vous régulier qui s'appelle Au-delà des mots, qui permet d'aborder de manière… c'est une conférence, mais à distance, on va dire, à un rythme régulier qui a un vrai succès au sein de l'école et de celles et ceux qui la fréquentent. Peut-être faut-il, pour les conseils citoyens, mettre en place tous les mois, tous les 2 mois, un rendez-vous régulier à jour et heure fixe, annoncé bien à l'avance, qui permet de programmer une présentation des conseils citoyens, comme ça a été fait là au cours de cette semaine. Je crois que c'est aussi une manière de valoriser le travail réalisé par les conseils citoyens et que chacun et chacune puisse en profiter après sur son quartier. Merci Philippe. Donc, on voit bien à travers ce que vous dites, mais aussi durant toute la semaine, qu'on sent bien qu'il y a peut-être un objectif que la formation peut prendre à cœur, c'est de constituer une culture commune sur la participation. Donc, puisqu'on est sur les enjeux de la formation, ça veut dire comment on peut travailler sur une formation où les questions de la participation, c'est un point majeur intégré pour l'ensemble des acteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? À mon sens, enfin, en tout cas, ça nous a été dit, une participation, ça marche quand l'ensemble des acteurs sont mobilisés. Pour bien mobiliser les acteurs, la formation peut être un levier. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est évidemment un des leviers. Quand on croit en l'école du renouvellement urbain, on est évidemment dans cette optique. Moi, j'aurais tendance à dire aussi qu'il faut qu'on soit en mesure de permettre aux conseils citoyens de renforcer encore leur existence et la participation qu'ils peuvent avoir dans la mise en œuvre des politiques publiques de renouvellement urbain. On est là dans une période de transition dès que les contrats de ville vont être renouvelés, la politique de la ville va sans doute connaître des améliorations, en tout cas des modifications. Et c'est très bien comme ça. Il faut que ces politiques puissent évoluer en même temps que les demandes de nos concitoyens et la politique publique en général. Donc, peut-être faut-il aussi donner des outils à travers la formation à nos conseils citoyens, aux conseils citoyens pour favoriser ou s'impliquer, voire revendiquer dans le cadre de l'évolution de ces conseils citoyens dont on n'imagine pas qu'ils puissent disparaître. Mais peut-être faut-il, à l'époque où j'étais parlementaire, j'ai essayé de le faire sans succès, mais renforcer leurs moyens, c'est-à-dire leur existence et du coup leur capacité à se former. Cyril, sur se former ensemble? Oui, je pense qu'il y a plein de choses. On gagne vraiment à développer ces échanges, notamment dans les formations interacteurs. On pourrait imaginer de donner plus de place peut-être aux habitants et inversement aussi dans les formations peut-être plus à caractère plus professionnel ou plus thématique. On pourrait envisager des petites séquences, et c'est déjà un peu le cas, des petites séquences avec des échanges, des présentations un peu peut-être comme cette semaine. Et, voilà, pour donner à voir la grande richesse que ça peut générer. Donc, on peut aller dans pas mal de directions. Je pense que ça nous nourrit beaucoup, là, tous ces échanges
ces dernières semaines, puisqu'il y a eu d'autres sessions de formation précédemment. Et donc, voilà, l'école va réfléchir un peu à un projet d'école numérique aussi dans le futur. Donc, c'est clairement quelque chose qu'on pourra... La participation va être un peu au cœur du sujet, parce que ça nous permettra de démultiplier, de donner accès à un plus grand nombre de personnes, d'être un peu plus souple et d'accompagner, pas à la carte exactement, mais en tout cas de faire un peu, voilà, d'être un peu plus à l'écoute des besoins, même en termes de temps à consacrer sur la formation et d'éviter certains temps de déplacement, certaines contraintes liées au présentiel. Donc, tout ça donne des perspectives. Et puis, pour rebondir sur ce que disait M. le Président de l'ERU, voilà, les discussions en cours sur la future génération de contrats de ville, on espère évidemment, on pense que c'est aussi le moment de mettre l'accent aussi sur la formation, et ce qui renvoie à la question des moyens qu'on se donne aussi pour nous outiller tous sur le sujet au niveau des quartiers. Merci. Avant, un peu, je vais vous faire demander peut-être de réagir. Vous, et je vous remercie Philippe et Cyril d'être intervenus, mais je vais laisser un peu le champ ouvert pour faire réagir de mon point de vue, tous les mots que j'ai entendus durant cette semaine. Donc, je vais essayer de partager l'écran. A priori, j'y arrive. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ce que j'ai écrit? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le démarrage de cette formation avec un conseil citoyen qui nous a dit avec la participation, on a de belles surprises. Et j'ai trouvé que ça donnait une vision très optimiste et qu'on en avait bien besoin parce qu'on aime les surprises et encore plus quand elles sont belles. Et montrer que la participation, et ça va être vraiment porté par toutes les interventions, il y a cette belle énergie à chaque fois qu'elle a lieu. Rappelez qu'on a quand même eu un certain nombre de témoignages. Pour votre information, je l'ai dit et le redis, tout est en replay, sera donc à votre disposition sur le site de l'école dans les prochains jours. Donc les mots, il y en a eu plein, mais ce qui m'ont le plus marqué, c'est d'abord la notion de concret. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la participation, il y a énormément de théories qui ont eu lieu là-dessus, de publications, mais pour les conseils citoyens, en tout cas, ce qui marque la participation au renouvellement, c'est bien une participation concrète sur les projets du quotidien des habitants du quartier. Ça renvoie bien à l'objectif qu'on a dans le renouvellement urbain de cette transformation physique du quartier et avec des opérations très concrètes. La question du temps, là aussi, c'est un sujet très souvent abordé. Le temps des habitants, c'est pas le temps du projet, c'est pas le temps des urbanistes. Et comment, avec la participation, en fait, c'est un fil conducteur qui permet justement de travailler sur ces différentes temporalités. Et un point très important, en tout cas pour moi, que les conseillers citoyens ont dit, c'est qu'il fallait aussi faire preuve de patience et de récurrence. C'est-à-dire que participer un jour, c'est participer toujours quelque part. C'est pas parce qu'on a participé à un temps donné, il faut vraiment s'inscrire dans le temps. Et là, on voit bien que les différentes temporalités se rejoignent. Enfin, encore un autre mot très très fort, le mot courage. Les habitants, les conseils citoyens nous ont dit que pour participer, il ne fallait pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on va rencontrer d'autres opinions, d'autres avis. C'est pas facile toujours d'entendre l'autre, mais que néanmoins, il faut continuer. Il faut avoir le courage de mobiliser les gens. Pour ma part, je pense que ce terme-là s'applique à un certain nombre de situations et pas que simplement sur la participation citoyenne. Être acteur. Donc, on participe pour aussi valoriser le fait qu'on est acteur de son quartier. On n'est pas consumériste par rapport à son quartier. On ne le consomme pas. On est vraiment présent dans le quartier et il n'y a pas de rivalité entre les habitants. Vous savez que de nombreuses fois, on nous a dit oui, mais le lien, conseil citoyen, comité de quartier, habitants, etc., etc. Tous les témoignages, tous les conseils citoyens ont dit mais ça, c'est très important, quoi. C'est-à-dire que être conseiller citoyen, on a même dit que c'est pas une question de pouvoir, quoi, du tout. C'est simplement comment on peut faire, voilà, l'interaction entre tous les autres. Donc, pas de rivalité. La question de la mémoire, alors vous l'avez encore entendu ce matin avec cet exemple
très, très fort de Saint-Denis de la Réunion, qui était vraiment, là encore, qui nous amène avec la participation à des champs lointains, mais inconnus. Enfin, cette histoire d'école était absolument extraordinaire. Donc, la mémoire, c'est pour rendre compte de ce qui a eu lieu, mais pour permettre justement, en connaissant mieux l'ancien, on prend plus place dans le présent et dans le futur. Donc, on a vu comment il y avait différents témoignages qui parlaient de ça. L'innovation. Alors là, si vous prenez les 13 conseils citoyens qui sont venus témoigner, vous allez voir, avec des bouts de ficelle ou avec une maquette ou avec des projets plus élaborés, on peut faire de la participation. C'est vraiment le process lui-même. Les outils, on trouvera. Et alors là, il y a une imagination débordante chez les conseils citoyens. Donc, entre le méli-mélo, les cuisines partagées, enfin, tout est possible dès lors qu'on a envie d'être dans le partage. Le partenariat, là, je m'y arrêterai un peu. Ce qui est clair dans tous les témoignages qu'on a vus, qu'on a entendus, c'est que la réussite de la participation, ça passe par l'engagement de tous les partenaires. Plus ou moins, ils nous ont dit, il y en a, bon, c'est plus facile les uns avec les autres. Un acteur clé, la collectivité locale, on sent bien comment, depuis des années, ça, je trouve que pour avoir eu la chance de suivre ce processus depuis son début, cette chose-là a évolué. On sent bien aujourd'hui comment les choses sont plus au clair sur cette question de la gouvernance et comment tous les acteurs du projet, les collectivités locales, doivent penser les conseils citoyens comme étant une partie prenante du projet, à une réserve qui a été plusieurs fois soulignée. Le conseil citoyen, ce n'est pas un outil municipal, pas un outil blablabla. Ils veulent leur neutralité. C'est par leur neutralité que aussi les conseils citoyens arriveront à travailler avec le plus grand nombre des habitants du quartier. Et puis enfin, puisque c'était la dernière question, la formation. Pour eux, en tant que conseils citoyens, ça leur permet d'être plus légitimes dans leurs actions, de sortir de leur bulle, et puis surtout de croiser d'autres expériences. Voilà. Je tenais en remerciant évidemment tous ceux qui ont participé, les animateurs, bien évidemment, qui sont là toujours présents avec les conseils citoyens, mais aussi tous les conseils citoyens pour ces projets. Je ne voudrais pas conclure là-dessus. Peut-être qu'il y a des questions, des remarques. Peut-être que j'ai oublié des mots dans votre registre de tout ce que vous nous avez fait partager. On a encore quelques minutes, donc vous avez la parole. Alors moi, j'aurais une question notamment à Philippe Bis, parce qu'on a eu l'occasion de parler des bailleurs sociaux. Hein. Je crois que vous Oui. êtes membre du comité exécutif de l'Union sociale pour l'habitat, donc voilà un acteur. Vous êtes aussi un ancien élu, donc je pense que vous avez en quelque sorte cette préoccupation aussi de sensibilisation des élus. Et on parlait, et Chantal parlait donc de cette travail de coopération entre les acteurs, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, au fond, aussi un enjeu de formation des élus à la participation, même si, bon, je vois que ce n'est pas toujours aussi simple, mais en réalité, on voit bien que dans tous les témoignages de cette semaine, ce qui fonctionne, c'est quand la collectivité considère que c'est important de favoriser la participation, quand c'est aussi important que les bailleurs sociaux participent aussi, aident, contribuent. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est, et puis je pourrais dire aussi à Cyril Mars, pour la même chose pour les professionnels, c'est-à-dire qu'il y a des prises de poste au niveau de chef de projet. Est-ce que là, il n'y a pas un accent à mettre sur la question de la participation ? Alors, moi je partage tout à fait ce point de vue, hein, de par mes multiples expériences. Je pense que si je me place du point de vue de l'élu, pas que j'ai été, parce que c'était pas mon opinion, mais il reste quand même une forme de réticence, je dirais, d'un certain nombre d'élus à la participation, parce elle peut être à différents degrés. Évidemment, on peut concerter, on peut participer et on peut co-construire. Et c'est vrai que ce qui est le plus riche, c'est la co-construction. C'est aussi le plus long. Et donc, certains élus considèrent qu'à partir du moment où ils sont élus, c'est à eux de décider, ce qui n'est pas faux. Mais il y a tout ce processus en amont qu'il faut réussir à mener. Et
des objectifs de l'école, c'est aussi effectivement de former des élus. Alors, nous avons l'agrément pour le faire, puisqu'il faut disposer d'un agrément. On a du mal aujourd'hui à les entraîner dans cette formation, parce que les élus sont toujours très occupés, ils ont toujours mieux à faire. Donc, on va voir effectivement comment on peut peut-être mieux les entraîner, peut-être avec notre projet d'école numérique que Cyril Mars a évoqué. Donc voilà, mais je pense que la formation, c'est jamais du temps perdu. Jamais, que ça soit pour les élus, pour les professionnels qui doivent aussi s'acculturer, je dirais, plutôt que se former, s'acculturer à la nécessité d'associer tous les partenaires, quels qu'ils soient, et notamment les habitants à travers les conseils citoyens. Alors, juste une chose par rapport à ce qu'a dit Chantal sur la neutralité. Moi, je ne parlerai pas de neutralité, parce qu'on ne leur demande pas. Moi, je pense qu'ils ne doivent pas être neutres, au contraire. Ils doivent être indépendants. Ce n'est pas tout à fait pareil. J'avais repris le terme de la loi. Oui, moi, je trouvais que. Ouais. Oh, je sais pas, moi, je trouve que ça me parle bien. Moi, c'est pas pour tant qu'ils n'ont rien à dire, hein, ça, je vous rassure. Neutre, oui, neutre, on est en non, retrait. Non, hein. C'était plutôt la neutralité. Je ne suis pas de la collectivité locale, voilà. ou je n'appartiens pas au bailleur. L'indépendance. Oui, c'est vrai. Cyril, quelques remarques? Oui, je le disais tout à l'heure, je pense qu'on pourrait imaginer d'intégrer cette dimension-là de façon plus systématique, en tout cas l'ensemble des modules de formation à destination des professionnels, qu'il s'agisse des chefs de projet, directeurs de projet, au sein, par exemple, des collectivités, ou chez les bailleurs, mais ça se fait déjà, hein, bien sûr, en partie. Et puis aussi du côté de l'ANRU interne et du côté des délégations territoriales, même si les délégations territoriales, à un moment donné, bien sûr, elles participent à la construction du projet, mais elles sont plus ensuite dans la tuyauterie, on va dire, budgétaire. C'est un autre sujet. Donc oui, bien sûr, on peut faire mieux, c'est clair. Voilà. Et on va faire mieux. Bel objectif. Donc, en tout cas, je pense qu'on va se dire au revoir maintenant. Vraiment, je remercie encore chaleureusement de tous ces témoignages. Donc, Philippe Bis l'a évoqué. Il faut peut-être des rencontres plus régulières, parce que ce qui m'a aussi très impressionnée, c'est comment tout le monde progresse dans cette question-là du côté des conseils citoyens, et écouter vos expériences donne, ce que je le disais en amont, une belle énergie. On a envie de poursuivre, on a envie d'aller chercher des choses, etc. Donc, peut-être qu'une fois par an, c'est trop peu. Maintenant, avec les outils que l'on a, même si ça ne remplace pas le présentiel, on peut imaginer ces temps d'échange plus réguliers. Donc, merci à vous, merci au Conseil citoyen, merci aux animateurs, merci à Camille. Camille, la figure de la participation à l'école. Et je vous souhaite de très, très belles fêtes et à très bientôt. Au revoir. Merci Chantal. Bonne fête à toutes et à tous. Merci à tous.